le soir. Radio X. Bon, c'est le petit moment de bonheur qui commence puisque c'est le temps de la chronique de Christian Page et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers. C'est l'enquêteur du paranormal. Comment vas-tu, cher Christian? Ça va bien, Marceau, et toi? Bonne année 2017. Puis oui, ça va bien, merci. Ben oui, bonne année à toi, bonne année à Laurence, puis bonne année à tous les auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un gars comme toi qui a déjà tout dans la vie? Ah, la santé, hein. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jamais miser, hein. Non, c'est effectivement. La santé puis bien de l'argent, hein. Ah oui. Voilà. Ben de l'argent. Je peux même pas te souhaiter ça à toi. Comment ça? T'es un vieux riche, toi? Moi? Pas encore. J'y travaille. Je pense qu'on travaille tous à ça, ouais. Mets 5$ par semaine de côté, à un moment donné, je vais l'avoir le moton. Ouais. Cette semaine, avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal, on parle de la fin du monde. Ben oui, écoute, on nous annonce que 2017 sera une année chargée en fin du monde. Ça fait quasiment amusant de dire ça comme ça. Mais écoute, Yannick, on a quand même passé une. Ouais. Hein, tu vois, le 1er janvier 2017, en théorie, ça devait être la fin du monde. Okay. C'est du moins ce qu'avait annoncé un groupe fondamentaliste religieux dans les années 70. Hein, tu sais, ces fameux groupes un peu militarisés, très fondamentalistes religieux qu'on retrouve au centre des États-Unis. Tu sais, ces gens-là, ils se arment contre le gouvernement, puis si tu mets le pied sur leur propriété, ils te tirent dessus, là. Mm-hmm. Tu vois le genre. Dans les années 70, aux États-Unis, un groupe comme ça au Missouri était né, et bon, ils ont porté plusieurs noms. Sword of God Brotherhood. Moi, j'aime bien The Arm of the Lord. Donc, il y avait plusieurs noms. Et ces gens-là, évidemment, se référaient à la Bible, faisaient en fait une relecture des prophéties bibliques et en particulier de l'Apocalypse de Jean. Et puis voilà qu'ils nous avaient annoncé que le 1er janvier 2017 devait être la fin du monde. Ce groupe-là n'est plus là aujourd'hui pour vérifier l'acuité de leurs prédictions parce qu'en 1985, le groupe avait été jugé terroriste. Ouais. Et le FBI avait fait un raid dans la commune, en fait, une sorte de ferme qu'ils occupaient en Arkansas. Et puis, ça l'a démantelé l'organisation en question. Oui, il y avait un film qui a été fait là-dessus en plus, hein? Oui, effectivement. Donc, ce groupement-là a disparu en 1985, mais bon, on continuait de faire un peu la promotion de cette apocalypse annoncée, et c'était pour le 1er janvier 2017. Et bien, puisque l'on se parle aujourd'hui, c'est que visiblement, la prédiction n'était pas bonne. Alors, la prochaine en liste, elle est le 20 janvier 2017, donc c'est tout près. Oui. Et cette fois-là, écoute, ce sont tu te rappelles, en 2012, décembre 2012, on avait beaucoup parlé du calendrier Maya. Oui. Tu te rappelles de ça? Ça avait fait peur aux filles, ça. Oui, et ça. Et on avait même fait un film autour de ça. J'avais pas dormi pendant 3 semaines. Les gens qui s'intéressaient à cette histoire de calendrier Maya, parce qu'il faut que je te dise, d'abord, pour situer un peu les auditeurs, les Mayas, c'est une communauté autochtone d'Amérique centrale et qui s'est surtout développée dans la péninsule du Yucatan. Donc, les gens qui vont, par exemple, à Cancun ou à Riviera Maya peuvent aller visiter certaines de ces grandes villes. Je pense à Tulum ou la capitale de l'ancien empire Maya qui était Chichen Itza. Ce sont des constructions remarquables au milieu de la jungle. Donc, les Mayas avait un calendrier. En fait, ils en avaient 3. Un qui durait à peu près 20 jours, un autre qui durait 360 jours, puis un autre qui durait à peu près 5100 ans. Donc, 5000 ans. Fait que le dernier était plus long, tu sais. Fait que, et là, c'est ce fameux calendrier de 5000 ans qui arrivait un peu à échéance, et que là, bon, on s'est dit, c'est celui-là qui va amener la fin du monde. Là, en refaisant leurs calculs, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, on a eu au moins 2 calendriers. Hein. La culture occidentale est basée sur 2 calendriers. Le calendrier d'abord julien, qui avait été instauré par Jules César. Ouais. Et ensuite, le calendrier, là, quelque part au 14e siècle, on a refait un calendrier. C'est le pape Grégoire qui avait refait le calendrier. Et là, ben, on a rajouté, en fait, une journée au mois de juillet. On en a enlevé une à février. Grégoire en a rajouté une pour Auguste, hein, parce que c'était lui, ça, Auguste Grégoire. Donc, il faudrait avoir le même nombre de jours que juillet qui était dédié à Jules César. Parce que si tu te poses la question pourquoi le mois de juillet et le mois d'août ont toutes les deux 31 jours, ouais. Il y en a un que 28 à février, c'est parce que le pape voulait pas être en reste contre Jules César.
C'était pas pour fonctionner avec tes jointures, ça, là. Fait que donc, bref, tout ça, en refaisant les calculs, en fonction de cette réécriture des calendriers, ceux qui nous avaient annoncé que la fin du monde devait être pour décembre 2012, ces gens-là se sont ravisés. Ils disent maintenant que la prochaine fin du monde, toujours selon le calendrier Maya, sera le 20 janvier 2017. Laurence, t'en restes pas long. Oui, il faut que je commence à m'activer. Donc, si vous n'avez pas fait vos impôts encore, attendez un petit peu, là. Bon. Et si, finalement, on traverse ce 20 janvier 2017, la prochaine fin du monde annoncée, c'est le 21 août 2017. Et ce 21 août, il y a quand même un événement exceptionnel qui va se produire. Il y aura sur l'Amérique du Nord une éclipse solaire totale. Oh. Et ça fait plus d'1 siècle qu'on n'a pas vu ça. Donc, en après-midi, le disque solaire va complètement être recouvert par le disque lunaire. Et ça, ben écoute, il y a eu 5-6 éclipses solaires en Amérique du Nord, là, qui étaient visibles d'Amérique du Nord ces dernières décennies, mais jamais le disque solaire était complètement recouvert. Et là, c'est ce qui va se produire. Et tu comprendras que lorsqu'il y a des signes dans le ciel, ben, les amateurs d'apocalypse ou de prophétie, évidemment, s'en remettent à ça pour faire toutes sortes d'interprétations. Et là, encore une fois, aux États-Unis en particulier, des groupes fondamentalistes religieux se sont plongés dans les Saintes Écritures. Et encore une fois, c'est toujours à peu près le même livre, le livre des Révélations, l'Apocalypse de Jean, ce livre-là est tellement nébuleux, les écrits sont tellement difficiles à décoder que tu peux y voir à peu près n'importe quoi. Et là, donc, bien sûr, en fonction de cette éclipse solaire, on fait une relecture des textes et puis on nous annonce pour le 21 août 2017 la fin du monde. Et puis là, arrive une autre fin du monde, et celle-là dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Écoute, l'histoire nous vient d'un type qui s'appelle David Meaden, et ce type-là a écrit un ouvrage qui s'appelle Planète X 2017, l'arrivée. Et là, ce qu'il nous raconte dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une planète qui serait entre 4 et 10 fois plus grosse que la planète Pluton. En fait, Pluton, qui n'est plus tout à fait une planète maintenant, qui est un planétoïde. Donc, cette planète de 4 à 5 fois plus grosse que Pluton serait en train de s'approcher de notre propre système solaire. Et cette planète-là, la planète X, porte le nom de Nibiru. Donc, pour les amateurs, là, ceux qui sont familiers avec des émissions comme nos ancêtres, les extraterrestres, ont probablement entendu parler de Nibiru ou des Anunnakis. Parce que dans l'histoire, on raconte qu'il y a à peu près 7000 ans, il y a la civilisation sumérienne aurait été aidée dans leur construction par des extraterrestres qui portaient le nom de Anunnakis, et ces extraterrestres seraient venus apparemment d'un univers mystérieux qu'on appelait Nibiru. Et là, ben évidemment, si tu crois à cette théorie-là, ben Nibiru serait une planète qui, toutes les 3 ou 4 000 ans, reviendrait dans les parages de la Terre. Et là, cette fois-là, Nibiru serait en approche. Et pourquoi on ne la voit pas? Parce que tu comprendras que tu te dis, bon, ben les astronomes du monde entier, une planète qui s'en vient dans notre système solaire, un peu une planète vagabonde, on devrait la voir. Mais voilà que ce type, David Mead, lui, il dit, on la voit pas parce qu'elle arrive par en dessous. Parce qu'il faut savoir que les planètes gravitent autour du Soleil à peu près sur un disque. On est à peu près dans une même zone. Réfère-toi un peu à la planète Saturne. Ouais. Tu as la planète, puis là, tu as un anneau autour. Cet anneau est composé de roches et de glace. Ben, dans le système solaire, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a le Soleil, puis on a les 8 planètes qui gravitent autour, là, de Mercure à Uranus. Et ces planètes-là gravitent dans une zone assez discoïdale autour du Soleil. Donc, notre planète Nibiru, notre planète X, elle arrive par en dessous. Donc, on la voit pas venir. Elle n'est pas dans le bon angle. Voilà. Et ce que Mead dit, c'est que pour la voir, il faudrait être en très, très haute altitude ou dans l'espace, au-dessus de l'Antarctique. Or, comme il n'y a pas de télescope là-bas, c'est normal que les astronomes ne la voient pas. Sauf que la station orbitale, elle doit bien la voir. Et les télescopes spatiaux doivent aussi la voir. Mais là, évidemment, notre type dit, ben oui, mais ça, c'est bien sûr, c'est la NASA, et la NASA contrôle l'information, et là, il y a une conspiration pour ne pas révéler ça à l'humanité, parce que ce serait la panique, bon, etc., etc. Donc, écoute, on peut certainement se poser des questions sur l'acuité d'une telle affirmation, mais bon, ce sont nos fins du monde annoncées pour 2017. Christian, est-ce que c'est un hasard qu'on entend de moins en moins parler de Nostradamus? Ça, c'est assez amusant que tu mentionnes ça, parce que Nostradamus, il faut savoir que Nostradamus a écrit à peu près 1000 prophéties. Ce sont ses centuries, et les prophéties de Nostradamus étaient écrites, elles avaient toujours comme 4 lignes qu'on appelait les quatrains. Donc, écrit
pas tout à fait, je pense que c'est 998 ou 97 centuries, là. Donc, ce sont ces fameuses prophéties. De toutes ces prophéties, il n'y en a une seule, dans laquelle il a donné une date nommément, là, par mot, là. C'est pas des trucs un peu qu'il fallait décoder, là. Il n'a donné qu'une seule date dans toutes ses prophéties, et cette date-là était 1999, pardon. Il avait dit, le 7e mois de 1999, un roi des frayeurs viendra du ciel. Donc il a bien donné une date. Hein, puis il parlait même du mois de juillet, là. Juillet 1999, un roi des frayeurs viendra du ciel. Alors, rappelle-toi, juillet 1999, que s'est-il passé? Laurence? Je ne sais bien pas. Ben, c'est normal que vous ne vous en rappeliez pas, parce qu'il ne s'est rien passé. Ah ben! Rien, zéro. Fait que ça, tu comprends que ça a été un peu le coup de grâce, un peu le chant du cygne de Nostradamus. À partir du moment où il y a, de toutes ces prophéties, il y en a une seule pour laquelle il a vraiment donné une date, pour laquelle on n'a pas besoin de se casser la tête pour essayer de déchiffrer quelque chose, et au moment annoncé, il n'y a rien qui se passe. Alors là, évidemment, les gens qui défendaient un peu Nostradamus ont dit « Oui, mais parce que on n'a pas bien compris le message. » Mais bon, disons que Nostradamus venait d'un peu de planter un clou dans son propre cercueil avec cette histoire-là. Donc, ce serait selon toi la raison de laquelle on en entend un peu moins parler. Ouais, c'est ça. Donc, il a un peu perdu des plumes, notre Nostradamus, avec cette prédiction de 1999. T'sais. Parfait. Maintenant, on parle de Sophie Thibault, la femme qu'on voit tous les soirs, la magnifique femme qu'on voit tous les soirs à TVA à partir de 22h. Ben oui, la chef d'antenne de TVA. Qui, j'imagine que tu en as sûrement entendu parler parce que c'était un peu un buzz un peu partout dans les médias, il y a un buzz un peu sur l'Internet. Depuis quelques jours, il y a un type qui s'appelle Éric Inipel. En fait, Inipel, c'est l'épine à l'envers. Et ce type-là, donc Éric Lépine, fait un peu dans la conspiration. Tu sais, c'est un type qui croit à peu près tout le genre de conspiration. Et ce type-là a mis en ligne sur YouTube une vidéo il y a quelques jours d'un extrait d'un bulletin de nouvelles à TVA et dans lequel on voit Sophie Thibault, la magnifique Sophie Thibault. On la voit au moment où elle s'adresse à la caméra. Il y a comme une sorte de mouvement dans sa gorge. Ouais. Qui est assez curieux. Et là, ben évidemment, notre type nous dit, ben là, est-ce que Sophie Thibault ne serait pas une reptilienne? Donc, une extraterrestre qui aurait pris forme humaine. Et c'est bien connu, les reptiliens mangent des souris. Et là, ben, ça serait une souris comme ça qu'elle aurait pognée dans le fond du gorgoton. D'où la fameuse image en question. Mais est-ce que tu trouves pas dans ce dossier-là qu'on a accordé beaucoup trop d'importance à cet individu-là? C'est tout à fait ridicule. Et bien sûr, Sophie Thibault elle-même, tu sais, écoute, quand tu dis que Sophie Thibault elle-même a dû, j'allais dire se défendre, le mot est un peu fort, mais a dû réagir. Tu sais, tu comprends? Je vais réagir pour dire non, je ne suis pas reptilienne. c'est comme si on venait d'accepter que les reptiliens existaient. Ouais. C'est comme, tu sais, autrefois, on se défendait, les gens se défendaient, non, moi je ne suis pas un juif, non, je ne suis pas un tel, tu sais, on comprend ça, on se défendait comme ça d'une association avec des groupes qui étaient à ce moment-là persécutés et autres. Puis là, tout d'un coup, la Sophie Thibault qui se justifie, non, je ne suis pas une reptilienne. C'est un peu ridicule, là, tu sais, là. Et si je me trompe pas, Christian, vous avez fait venir au 98.5 un médecin qui a parlé du coup à Sophie? Oui, c'est ça. Donc, un médecin au 93 FM, qui est la station sœur du 98.5 à Québec, il y a un médecin qui est comme intervenu pour dire, ben écoutez, on a des muscles, on a des tendons dans la gorge, et les gens qui parlent pour contrôler leur respiration, tout ça, ben ça peut entraîner ce genre de truc-là, un peu comme quand on se met en colère, on fait sortir des tendons, puis tout ça. Ben, c'est sûr que des gens qui parlent à la caméra, tout ça, doivent apprendre à contrôler leur respiration, tout ça, c'est ce qui explique ce mouvement-là. Mais moi, ce que je voulais parler ce soir, c'est au-delà de toute cette stupidité, parce que, et je comprends Sophie Thibault d'avoir dit, c'est incroyable que des gens perdent autant de temps à véhiculer des niaiseries semblables. Mais la question qu'on dirait que tous les médias ont passé un peu aux côtés de la plaque, c'est, mais ça vient d'où cette histoire-là de reptiliens? Ouais. Tu sais, tu dis, OK, c'est arrivé comme ça, là, on s'est mis à croire qu'il y avait des reptiliens. Ça vient d'où, ça, les reptiliens? Laurence veut savoir. Et tu vas voir que c'est assez surprenant, cette histoire de reptiliens, d'où ça vient, et le gouvernement n'est pas étranger à ça.
Là, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent, mais voyons donc. Il faut reculer, pour comprendre un peu cette histoire de reptiliens, il faut reculer dans les années 80. À cette époque, il y avait une série à la télévision qui s'appelait V. Je sais pas si tu te rappelles de cette série. Oui. V, c'était des extraterrestres qui arrivaient massivement sur Terre. Ouais, j'étais un téléspectateur. Ces gens-là étaient des reptiliens qui avaient forme humaine. Ouais. Et à quelques reprises, on les a vus là-dedans, là, en catimini, là, manger des souris, des rats, des trucs comme ça. T'avais-tu vu ça, Laurence? Jamais. La chef des reptiliens, là, la fille dans V, là, ça, c'était une des plus magnifiques femmes que j'avais vues dans ma vie quand j'étais jeune. Oh, ouais, c'était vraiment un sex symbole. À l'époque, elle jouait Diana, je pense, rôle, le personnage. Donc, cette image-là du reptilien était véhiculée c'était pas récupéré par les ufologues ou le milieu des ovnis. À ce moment-là, c'était véhiculé simplement dans la science-fiction. C'était une thématique de science-fiction qu'on retrouvait dans ce film-là. Et là, j'arrive à mon truc, écoute, tu vas voir, c'est une aberration absolue, là. À peu près à la même époque, il y avait un type qui s'appelait Paul Bennewitz aux États-Unis, dans la région d'Albuquerque. Et ce type, écoute, il était le propriétaire d'une petite compagnie qui faisait de l'équipement informatique, mais c'était également un passionné d'ovnis. Mais quand je te dis passionné d'ovnis, là, il était un peu à la limite, ce qu'on pourrait appeler la frange. Tu as le milieu des ovnis qui fait un travail plus ou moins décent, qui croit plus ou moins aux extraterrestres. Mais là, tu as la frange. Là. Tu sais, ce sont des gens qui croient qu'il y a des bases d'extraterrestres sous terre, puis bon, tout ce que tu peux imaginer, là, tu sais, du plus ridicule. Là. Ouais. Et ce Paul Bennewitz appartenait à ce groupement-là. Et voilà que, comme sa maison donne pratiquement sur la base militaire de Kirtland, qui est en banlieue de Albuquerque, ce type-là se met à surveiller la base militaire. Et là, il a installé sur sa maison des caméras, des antennes, et là, il capte des images de lumière qui volent au-dessus de la base de Kirtland. Écoute, c'est pas très surprenant, c'est une base militaire. Et ensuite, il capte des signaux radio avec des messages qu'il n'arrive pas trop à déchiffrer, mais il est persuadé que tout ça représente de l'activité extraterrestre. Il est convaincu de ça. Il appelle la base militaire et là, il lui révèle ça. Il dit, moi, là, je suis convaincu qu'il y a une invasion d'extraterrestres chez vous, puis je l'ai documenté. Les militaires vont envoyer 2 enquêteurs chez lui, dont un s'appelle Richard Doughty, qui travaille pour le bureau des enquêtes spéciales de l'US Air Force. Et ce type, ce Richard Doughty, va vite découvrir que le matériel qu'a Bennewitz, donc les images qu'il a filmées, les messages radio qu'il a captés, en les analysant, on découvre qu'en fait, ce sont des messages radio de communication ultra secrète qui concernent la base militaire. C'est pas des extraterrestres, là, mais c'est bel et bien des échanges entre militaires. En fait, ce Bennewitz, sans même le savoir, a comme craqué le système de communication de la base militaire. Alors là, on commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on l'arrête? Et là, on découvre que le bonhomme croit aux extraterrestres mur à mur. Fait qu'on va décider de l'aiguiller sur autre chose, finalement, en exploitant ses fantasmes. Alors, Richard Doughty, c'est quasiment un scénario de film, là. Richard Doughty va y donner rendez-vous comme dans des souterrains, va y donner rendez-vous dans des parkings. On est quasiment là à l'image de gorge profonde qui donnait de l'information aux journalistes du Watergate, là, ouais. Et là, il le rencontre, il dit, écoute, je vais te raconter des affaires, mais tu peux pas en parler à personne. Oui, c'est vrai, tu as capté des messages des extraterrestres. Oui, les lumières que tu as vues, c'est des extraterrestres. Et là, il révèle, il dit, tu sais, des extraterrestres dans V, les reptiliens, ben ça, c'est vrai aussi. Puis les Américains, les bases militaires américaines cachent des souterrains. Puis là, on a fait des pactes avec des extraterrestres reptiliens. Ils mangent la crème glacée aux fraises. Ils enlèvent des humains. Ils sont cannibales. Écoute, les pires fadaises que tu peux pas imaginer. Doughty, et là, Doughty fait ça avec l'aval de ses supérieurs, là. Il va finalement contaminer ce Paul Bennewitz, qui lui croit n'importe quoi. Il boit littéralement les paroles de Doughty. Et là, Doughty lui dit bien évidemment, tu n'en parles pas à personne. Et Bennewitz dit, oui, absolument. Dès qu'il est rentré chez lui, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il s'en va sur son ordinateur. À l'époque, on avait comme c'était pas l'Internet d'aujourd'hui, mais c'était comme des blogs, là, tu sais, là, des babillards électroniques. Il se met à révéler ça complètement de A à Z. Et là, il y a d'autres cinglés comme lui qui embarquent dans le scénario. Et là, peu à peu,
Ils vont contaminer le milieu des ovnis avec ces histoires invraisemblables de bases souterraines, de reptiliens, de faux papiers, des faux documents qu'on appelle les documents du MJ12, voulant qu'il y ait des petits groupes de gens au sein du gouvernement qui manipulent l'information sur les ovnis. Bref, les scénarios les plus débridés que tu peux imaginer viennent de ça. Donc, de cette contamination qui a été faite volontairement par l'armée de l'air américaine pour finalement aiguiller ce crackpot qui était Paul Bennewitz vers d'autres avenues plutôt qu'il continue d'espionner les activités militaires de la base d'Albuquerque. C'est très bon. Maintenant, on connaît la source. Ouais, c'est de là que ça vient tout ça. Des reptiles. Et tu vois, on est 30 ans plus tard et ça continue de circuler. Hein? Tu vois, le mal que Bennewitz a fait à cette communauté d'ufologues en les contaminant avec des récits complètement invraisemblables, ben comme ces gens-là, malheureusement dans le domaine des ovnis puis dans d'autres domaines du paranormal, les gens manquent souvent de sens critique. Ben évidemment, on a accepté ça. Et là, ben encore aujourd'hui, ça continue d'être véhiculé. Moi, il n'y a pas une semaine, par exemple, où je n'entends pas parler des reptiliens, ou qu'on me pose pas la question, avez-vous déjà entendu parler des fameux documents du MJ12? C'est comme le smoking gun, c'est la révélation. Ben ouais, mais ces documents-là ont été falsifiés par Richard Doty à la demande de l'armée de l'air. C'est des faux documents? Ah ben non, c'est une conspiration, Monsieur Page. Ah ok, c'est beau. T'sais. Fait qu'on n'en sort pas, finalement. Alright, prochain sujet, tu nous parles maintenant d'un objet volant non identifié, mais là, tu nous parles d'un cas presque parfait. Voilà, je voulais un peu ramener les pendules à l'heure en disant ce n'est pas parce qu'il y a des Richard Doty, c'est pas parce qu'il y a des Paul Bennewitz, c'est pas parce qu'il y a des gens qui croient aux reptiliens que le dossier des ovnis n'est pas quelque part, n'a pas des informations ou des dossiers intéressants. Et celui que je vais te présenter, il est particulièrement intéressant. Écoute, ça se passe la semaine dernière, c'est les autorités chiliennes. Il faut savoir qu'au Chili, il y a une organisation étatique, donc un bureau d'enquête qui est attaché au gouvernement, qui porte l'acronyme de CEFA, C-E-F-A-A, qui veut dire Comité d'enquête sur les phénomènes aériens anormaux. Donc, ces gens-là, ce qu'ils font, et là, j'insiste, hein, c'est vraiment un organisme du gouvernement. C'est pas un groupe d'ufologues amateurs. Ça, c'est un groupement qui est composé à la fois d'ingénieurs en aéronautique et de militaires, et ces gens-là, donc, colligent des informations et font des études sur les observations d'OVNI qui sont rapportées dans le pays. Alors, ces gens-là, la semaine dernière, ont rendu public une vidéo qui est particulièrement intrigante, qui a été tournée le 11 novembre 2014. Alors, je te mets un peu dans la situation. On a un hélicoptère militaire. Cet hélicoptère, il y a un équipage composé du pilote, d'un capitaine de la marine de l'armée chilienne et puis un ingénieur de vol. Ces gens-là se trouvent, donc, ils font une opération militaire. On est en début d'après-midi. On est, comme je l'ai mentionné, le 11 novembre 2014. On longe la côte du Chili. Donc, donc, on est à peu près à la hauteur de l'aéroport de Santiago du Chili. Et puis, voilà que ces gens-là observent, venant de l'océan, l'objet n'est pas sorti de l'eau, là, mais venant au-dessus de l'océan Pacifique, ils voient apparaître un objet lumineux dans le ciel. L'objet est difficilement visible. Hein? À l'œil nu, on a l'impression simplement d'un scintillement dans le ciel. Ces gens-là vont donc tourner la caméra infrarouge de l'hélicoptère vers l'objet et là, ils vont le filmer pendant 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, ce que l'on voit, donc les images sont tournées en noir et blanc puisque c'est une caméra infrarouge, les images montrent très clairement un objet qui ressemble à une sphère aplatie. Durant les 9 minutes, l'objet vole à peu près à la même hauteur que l'hélicoptère, c'est-à-dire à peu près à 4500 pieds. La vitesse de l'hélicoptère est à peu près de 250 km/h et l'OVNI, appelons-le comme ça, se déplace lui aussi à peu près à 250 km/h. Il fait pas de mouvement aéronautique particulier. Il ne fait que traverser le ciel en volant un peu de concert avec l'hélicoptère. Et là, les images nous montrent donc cette sphère aplatie. On voit que sur l'objet en question, il y a 2 points qui sont beaucoup plus brillants, qui semblent démontrer des ondes plus chaudes sur l'objet. Et à 2 reprises, l'objet va émettre une sorte de traînée de gaz assez courte avant finalement de disparaître dans les nuages. Ces gens-là vont le filmer donc pendant 9 minutes. Et ce qui est excessivement intéressant, c'est pour ça que ces fameux dossiers aéronautiques, donc qui impliquent du personnel volant, sont si intéressants.
ça. À un moment donné, durant l'observation, le pilote de l'hélicoptère va contacter mais l'aéroport de Santiago du Chili pour dire, écoutez, on voit et on filme un objet qui longe la côte comme nous et puis qui est à peu près, eux, le situent à peu près à 50 kilomètres de distance. Et là, à l'aéroport de Santiago du Chili, écoute, c'est quand même surprenant, là. On a des radars qui sont des radars primaires et secondaires. Et en passant de l'un à l'autre, les primaires et les secondaires, la seule chose que ces gens-là voient dans le ciel, c'est l'hélicoptère. C'est impossible. Techniquement, là, en radar primaire, si un objet vole, que ce soit un oiseau, que ce soit un ballon, que ce soit un nuage, il ne peut pas échapper au radar. Et ça, c'est surprenant. Donc, en radar primaire, parce qu'un radar secondaire, pour un peu situer les auditeurs, le radar secondaire, c'est un radar qui, lui, donne un peu un aperçu, disons, technique de ce qui est en vol. Chaque avion est équipé d'un transpondeur et ce transpondeur émet continuellement une information qui dit « Je suis l'avion numéro 1 tel, je suis de telle compagnie, je vole à telle altitude et je me déplace à telle vitesse. » Donc, le radar secondaire, ce qu'il montre sur l'écran, c'est la position de ces fameuses balises qui envoient de l'information. C'est cette fameuse balise, d'ailleurs, que le vol MH370, tu te rappelles, on disait, la balise avait été éteinte quelques minutes après le départ. Oui. Donc, on avait perdu le signal radar. Mais en fait, c'est vrai que le signal radar pour le transpondeur disparaît, mais là, on parle ici d'un radar secondaire. Le radar primaire, c'est un radar qui, lui, capte tout ce qui est dans le ciel. Et c'est les radars qu'on utilise notamment en météorologie. C'est quand on voit des images radars qui montrent des nuages, ce sont des radars primaires. Eux détectent tout ce qui vole. Et dans notre histoire, lorsque les pilotes de l'hélicoptère disent « Je vois cet objet », on a beau passer du radar primaire au radar secondaire, il n'y a absolument rien dans le ciel, mis à part l'hélicoptère. À un moment donné, le pilote de l'hélicoptère va tenter de communiquer avec cet objet mystérieux, cet ovni, et bien sûr, ils vont utiliser plusieurs longueurs d'onde, différents canaux, utilisés tant dans l'avion civil que l'aviation militaire, et on n'a pas de réponse. Et puis finalement, ils vont suivre cet objet pendant 9 minutes avant qu'il disparaisse dans des nuages. L'hélicoptère, elle doit rebrousser chemin, retourner à la base. Les gens de ce groupe d'enquête sur les ovnis, encore une fois, j'insiste, ce sont vraiment des professionnels qui travaillent pour le gouvernement, qui est composé à la fois d'ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique et des militaires. Et ces gens-là, donc, après avoir enquêté pendant 2 ans, ont rendu public leur rapport la semaine dernière en disant on n'a pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Ils ont même fait appel à des collègues, notamment en France et en Angleterre, pour qu'eux aussi analysent la bande vidéo. Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment un casse-tête. Personne n'a réussi à déterminer quelle était la nature de cet objet. Et on le voit bien sur les images, on voit bien que c'est un objet matériel qui reflète la lumière du soleil. C'est un objet qui se déplace contre les vents, donc c'est vraiment un objet qui est propulsé, qui est manipulé, donc contrôlé. Mais jusqu'à maintenant, écoute, on n'a absolument aucune idée de quoi peut être la nature de cet objet. On parle donc bel et bien d'un objet volant non identifié. Évidemment, les gens de ce groupe d'enquête sur les phénomènes aériens normaux ne parlent pas d'extraterrestres, on n'en est pas encore là, mais on parle définitivement d'un phénomène, d'un objet volant non identifié. Est-ce qu'il y a moyen de la voir, cette vidéo-là? Oui, si les gens vont, par exemple, sur Internet et on tape Chili hélicoptère UFO, vous allez voir ces images en noir et blanc et la bande, et vous allez voir ça là. Je vous conseille aussi, vous pouvez la voir, l'intégrale de la bande a été mise sur le site moi j'ai un site de nouvelles insolites qui s'appelle Insolite Express. Donc les gens ont simplement à taper sur Internet Insolite Express, ça va vous amener à ce site de nouvelles. Et vous allez voir, si vous reculez un peu dans les nouvelles, là, il y a 2 ou 3 jours, vous allez pouvoir voir en question la bande vidéo intégralement, les 9 minutes, et ce fameux objet et ces émanations de gaz, là, tel qu'il a été filmé par l'armée chilienne. OK. Insolite, le site? Insolite Express. Express. Ouais, Insolite Express. Vous tapez ça. Votre premier choix, Google, par exemple, va être sur ce site de nouvelles. Et puis, il s'agit simplement de reculer de 2 ou 3 jours. Et là, vous allez avoir ces images de l'armée chilienne. Parfait. En terminant, tu nous parles de 3 gardiens de phare qui sont disparus en l'an 1900 au mois de décembre. Oui, ça, c'est quand même une histoire fort intéressante. Écoute, c'était, il y a quelques jours, l'acteur Gérard Butler, que les dames aiment beaucoup, le gars mâchoire carré, qui a joué notamment dans
la prise, la chute de Londres ou quelque chose comme ça, là. Mm-hmm. Bon, cet acteur-là, il est né en Écosse, c'est un acteur britannique, et là, il était de passage il y a quelques jours à l'émission de Jimmy Kimmel, et là, il a annoncé qu'il allait jouer dans un film qui va sortir courant 2017, qui s'appelle The Keepers, les gardiens, et dans ce film, il va incarner un type qui s'appelle James Ducat, qui était un gardien de phare, et l'histoire dont le film raconte, c'est la disparition de 3 gardiens de phare en l'an 1900. Et là, je te raconte rapidement les faits. Donc, on est le 26 décembre 1900. Il y a un bateau qui va accoster à l'île Enmoor. Écoute, j'y suis allé. J'ai eu la chance d'aller sur cette île-là. C'est un rocher au milieu de l'océan. Ah oui. Et donc, au large, très loin au large de l'Écosse, à 250 km au large de l'Écosse, tu as un rocher au milieu de l'océan et un phare dessus. Donc, les gardiens n'ont absolument aucun moyen de quitter l'île. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas rien, là. Il y a eux qui sont là. Donc, le 26 décembre, un bateau arrive à l'île, l'Hespérus, et là, c'est l'équipe de relève. Ces gens-là débarquent, et là, on appelle personne. On remonte jusqu'au phare, et là, en entrant dans le phare, il y a comme évidemment le quartier d'habitation. On constate une chaise de la table de cuisine a été renversée. Il manque 2 imperméables. Il n'y a aucune marque de violence, et les 3 gardiens ont disparu. Et écoute, pour les Écossais, cette histoire-là est presque un mystère aussi grand que celui du monstre du Loch Ness. Bon, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées, parce que quand les gens sont arrivés dans l'île, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait une sorte de journal de bord qu'on a retrouvé, et la dernière entrée datait du 15 décembre 1900, et l'un des gardiens du phare parlait de tempêtes qui apparemment n'avaient frappé que leur île. Il parlait aussi de l'état très dépressif des gardiens, comme si une sorte de vague mystérieuse, un climat mystérieux avait enveloppé le phare. C'est assez étonnant ce qu'il raconte. Et puis voilà que ces gardiens-là donc disparaissent. On va découvrir pas tellement loin du phare, il y a une sorte de grue qui n'a pas été sécurisée. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que les marins travaillaient à sécuriser la fameuse grue lorsqu'une vague gigantesque, qu'on appelle une vague scélérate, se serait abattue sur l'île et aurait emporté les 3 gardiens. Et la pique, à l'endroit où se trouve la fameuse grue, est d'à peu près 30 mètres. Donc, ces gens-là une fois tombés à la mer, ils n'avaient aucun moyen de reprendre pied sur l'île. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Ouais. Évidemment, tu comprends que on a 3 gardiens disparus, c'est un mystère digne du triangle des Bermudes. Alors d'autres ont dit, peut-être que ces gens-là ont été enlevés par des extraterrestres, peut-être qu'ils ont été victimes de pirates, peut-être qu'ils ont été victimes d'une sorte de monstre marin, peut-être sont-ils passés dans une autre dimension. Donc tu vois, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations, certaines vraisemblables, d'autres tout à fait fantaisistes, mais néanmoins cette histoire de ces 3 gardiens disparus sans aucun doute dans la journée du 15 décembre 1900 continue de faire couler beaucoup d'encre, et là, voilà, ça va être porté au cinéma. On pourra voir ça, donc, courant 2017. Est-ce que le film va être filmé sur cette île en particulier, sur ce tas de roches? J'en ai aucune idée. Moi, j'écoute, la chance que j'ai eue, c'est quand même, la vie, parfois, est bien faite, et il y a des hasards qui sont extraordinaires. On est en 2003, je suis en train de tourner la série Enquête sur les ovnis, et là, je me trouve en Écosse, et j'ai quelques jours de congé. Donc, je décide d'aller jeter un coup d'œil sur cette histoire de phare que je connais parce que, ça fait partie de la littérature sur le surnaturel. Je me présente au bureau des phares du Nord pour avoir accès aux archives, aux dossiers. Et là, on m'annonce que chaque année, le phare est devenu automatisé à partir de 1971. Donc, il n'y a plus de gardien depuis 1971 au phare. Mais chaque année, le bureau des phares du Nord font une sorte de voyage, parce qu'il y a peut-être une vingtaine de phares le long de la côte. Donc, on prend un bateau et on va inspecter chacun de ces phares-là pour s'assurer qu'ils fonctionnent normalement. Et là, on me dit, écoutez, le bateau qui doit partir pour l'île Enmoor doit partir dans 2 jours. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous arranger quelque chose pour que vous montiez à bord et accompagner les gens jusqu'au phare. Un fou d'une poche, tu comprends? Écoute, je me suis empressé d'accepter. 2 jours après, j'étais à Oban, sur la côte de l'Écosse. Ouais. Je suis monté à bord d'un magnifique bateau de 78 mètres de long, le Pharos 9. Et là, écoute, ça a pris 2 jours se rendre à l'île en question. Et du bateau, on pouvait se rendre sur l'île. On y allait en hélicoptère. Ils ont installé une sorte de petit hélipad aux côtés du phare.
Et là, l'hélicoptère s'est posé. Et pendant que les gens faisaient un peu l'inspection du phare, moi, je me baladais dans cette île-là. Je suis allé à l'endroit où il y avait la fameuse grue. Ouais. Là, j'essayais d'imaginer tous les scénarios qu'on avait racontés sur la disparition de ces individus-là. Écoute, ça a été pour moi un voyage qui était remarquable et dont je garde un souvenir inaltérable. Et encore une fois, je ne peux que remercier les autorités écossaises de m'avoir permis ce voyage-là et d'aller directement sur cette île quasi inaccessible au large de l'Écosse. Ben, tu vois, encore une fois, tu fais de moi un homme jaloux. Je regarde les photos de Leland Moore, là. Ouais. Puis je passerai au moins une semaine, là. Peut-être même 2 semaines. C'est comme le bout du monde. Ouais. Hein? Moi, je me rappelle, j'ai dit à un moment donné à un des marins du phare, j'ai l'impression que c'est l'île du bout du monde. Le navire avançait, on est dans l'Atlantique Nord, et là, on n'a que de l'eau. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître ce rocher. Et en fait, c'est 4 ou 5 rochers. Et sur le plus gros de ces rochers, l'île Moore, il y a ce fameux phare. C'est le bout du monde. Là. C'est incroyable. Et évidemment, le fait que j'associais le lieu à la disparition des 3 marins, des 3 gardiens, ben évidemment, je me retrouvais. C'est quand même difficile à exprimer l'impression, mais tu sais, quand t'es gamin puis tu lis des histoires comme celle-là, elles te font rêver, elles sont fantastiques. Et 25 ans plus tard, de me retrouver dans ce lieu qui m'avait fait tant fantasmer quand j'étais gamin et que je lisais ces histoires-là, c'est quelque chose de remarquable. Christian Page, toujours un plaisir. Ça m'a fait plaisir. Bye bye. OK, salut à tous. On se rejoint ce mercredi. Christian Page, toujours incroyable. C'est notre enquêteur insolite. C'est l'enquêteur du paranormal, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Allez faire un tour sur sa page Facebook, www.christianpage. Sa page web, christianpage.ca. Et sur sa page Facebook, vous pouvez aller faire un tour aussi, sa page Facebook professionnelle aussi. Marceau, le soir. Radio X.